Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire le premier conseil de classe, le premier débrief de ce premier Grand Prix de la saison. Beaucoup de fois le mot premier, avec le Grand Prix de Bahreïn sur le circuit de Shakir qui a eu lieu hier. Nous étions dimanche, magnifique journée de Grand Prix. Alors il faut savoir que j'ai pas regardé le Grand Prix en direct, vu qu'en direct je regardais Cholet Pays de la Loire, donc je peux pas me dupliquer. Donc j'ai regardé le Grand Prix en partie dans la soirée, puis un petit peu ce matin, j'ai fait à peu près moite-moite. Et en anglais, donc je ne sais pas ce qu'a dit Julien Febvreau et Jacques Villeneuve parce que je pouvais pas le regarder en français, voilà, tout simplement. Donc on va revenir bien entendu sur le bilan des Bleus. Top flop pilote moyen, parce qu'il n'y a toujours pas d'autres noms pour les pilotes moyens, toujours pas trouvé. Brainstorming encore un petit peu long. Et puis la note du Grand Prix bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. On va essayer de faire une vidéo peut-être un peu plus condensée, mais ça c'est toujours mon objectif, peut-être que ce qu'on faisait l'année dernière, mais en apportant toujours des analyses. Je débriefe pas un Grand Prix en 7 minutes comme certains sur YouTube. Faut pas déconner non plus, un Grand Prix ça prend du temps à s'analyser, mais essayer de faire peut-être un peu plus réduit sur certains pilotes. On verra comment ça va se passer au fur et à mesure de l'année. On verra si on arrivera à tenir cet objectif. Donc abonnez-vous et c'est très important pour la chaîne. Premier Grand Prix du côté de Bahreïn. On avait fait la preview. Si vous n'avez pas vu la preview, je vous invite à la regarder. Et puis ça a été un Grand Prix intéressant donc avec cette nouvelle génération de voitures. Au final, on a eu 3 soucis de fiabilité majeur, on va dire, sur ce Grand Prix. Il y a eu également le problème hydraulique de Magnussen en qualif et puis le problème de ponton d'Esteban Ocon. Mais je dirais que le Grand Prix, en termes de fiabilité, je m'attendais à bien pire. Donc ça veut dire que les équipes ont été assez sages, notamment au niveau des moteurs. Et puis Ferrari devant, c'était ce qu'on avait entreaperçu lors des essais privés. Je m'attendais quand même pas à ce que Mercedes soit autant en difficulté. Ça, je vous l'avais dit lors des previews. Et puis, je m'attendais pas à ce que Haas soit si haut dans ce classement. Avec Kevin Magnussen notamment. Et puis des Alpha qui ont plutôt bien performé, donc on voit que le moteur Ferrari est très en forme. Du côté de la note de ce Grand Prix, moi j'ai mis 14 sur 20. Pourquoi 14 sur 20 ? Je trouve que c'est un bon Grand Prix, on part sur des bonnes bases. Alors je dirais qu'il y a eu quand même moins de spectacles qu'en 2009, lors du changement de réglementation en Australie, ou en 2006, quand on avait eu aussi le passage au moteur V8. Mais on a eu quand même un Grand Prix intéressant. De toute manière, soit on a un Grand Prix intéressant avec les changements de réglementation, soit on a des Grands Prix hyper chiants. Je pense notamment 98, le Grand Prix d'Australie 98, avec les McLaren qui dominent complètement le Grand Prix. Donc là, on a eu un Grand Prix très intéressant. Voilà, avec un changement de hiérarchie quand même, c'est-à-dire Ferrari qui revient, McLaren en difficulté, Aston Martin également en grande difficulté, McLaren nulle part. Et puis à l'inverse, Alfa Romeo, Haas qui remonte un petit peu dans la hiérarchie. Je dirais la seule équipe qui n'a pas vraiment bougé, me semble-t-il, c'est Alpine. Dans toute cette hiérarchie et Red Bull. Je dirais que ce sont les 2 équipes qui n'ont pas bougé. Red Bull est toujours devant, Alpine me semble toujours un ton en dessous des top teams. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et puis toujours un circuit que j'apprécie. Alors je sais que ça fait pas l'unanimité, mais moi je trouve que Bahreïn c'est un circuit sympa. Il y a souvent des courses intéressantes aussi à Bahreïn. Donc c'est un circuit que j'apprécie dans la saison, surtout avec le virage 10 qui est très compliqué. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de la note du Grand Prix. On passe tout de suite au bilan des Bleus. 2 pilotes français encore en Formule 1 cette année, donc 2 bilans des Bleus. On commence avec Esteban Ocon aujourd'hui. J'ai mis 13 sur 20 à Esteban Ocon, avec des Alpines qui étaient roses ce week-end et encore le week-end prochain pour mettre en avant le nouveau sponsor BWT, qui a été à une époque sponsor de Racing Point. Du côté d'Esteban, un bon Grand Prix. Quand on regarde, devant Fernando Alonso, largement devant Fernando Alonso. En qualif, ça a été un peu plus compliqué. Mais il faut quand même se souvenir qu'en qualification, il y a eu quand même la première séance du vendredi où il ne roule pas. Donc forcément, ça a eu un petit peu de conséquences sur le temps de roulage parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir et à comprendre sur ces Formule 1. Et du côté d'Esteban, moi je trouvais qu'il y avait un très bon rythme de course. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est pour ça que je mets 13 sur 20 de note globale, je dirais surtout ce week-end et un petit peu sur tout ce que je pense,
c'est que ça veut dire que chez Alpine, on part un petit peu dans l'inconnu au niveau du développement de la voiture. Parce que si l'ancien ponton a l'air de mieux fonctionner que le nouveau ponton, alors certes, il y a eu des stratégies légèrement différentes entre les deux pilotes, mais quand même, c'est pas forcément hyper rassurant. L'écart entre les deux spécifications de voiture n'est pas énorme. Alors après, c'était peut-être parce qu'on était à Bahreïn, qui est un circuit qui est quand même atypique, accélération-freinage, avec des ailerons plutôt déchargés. Est-ce que ça sera pas le cas sur d'autres pistes où on aura besoin de plus d'appui? Pour l'instant, j'ai pas vu un gros écart de performance au niveau des deux spécifications. Moi, je trouve qu'Esteban Ocon fait plutôt un bon Grand Prix. Je mets pas mieux que 13. Pourquoi? Il y a l'erreur au départ. L'erreur avec Schumacher au départ. Voilà, 5 secondes. On s'aperçoit quand même qu'au niveau réglementation, c'est plus Michael Masi. Là, il y a une vraie cohérence au niveau de ce qui s'est produit sur ce week-end de course, c'est-à-dire la ligne blanche, la première ligne blanche, c'est maintenant les limites de piste, et puis les vibreurs. Les vibreurs font plus partie des limites de piste. On les change pas en cours de Grand Prix, les limites de piste. Enfin voilà, je trouve qu'on a quand même une cohérence qu'on avait plus du côté de Michael Masi. En même temps, on a parmi les directeurs de course Eduardo Freitas qui gérait la Formula I. Donc vous dire que quand vous avez géré la Formula I avec des sacrés guélurons du côté de la Formula I, vous pouvez gérer n'importe quelle course. Donc du côté d'Ocon, voilà, 13 sur 20, les 5 secondes de pénalité sont justifiées, c'est pour ça qu'il a que 13, parce que tu te dis que sans les 5 secondes de pénalité, ça aurait fait un meilleur classement pour lui. Et donc c'est là où tu vois que l'écart également avec Alonso aurait pu être un peu plus important. Surtout qu'Alonso ne l'a peut-être pas arrêté au bon moment aussi à un moment. Le moteur Alpine, ce qui est aussi pas énormément rassurant, n'est pas au-dessus du lot. Alors qu'on nous a promis qu'il serait hyper performant, qu'on privilégie la puissance à la fiabilité. Je ne l'ai pas trouvé hyper puissant. Alors il n'est pas à la ramasse ce moteur-là, mais on s'attendait à ce qu'il soit dans le haut du tableau. Il n'est pas vraiment dans le haut du tableau, le moteur Renault. Donc là, il y a une petite déception de ce côté-là, donc du côté de Ocon, parce que vous savez, je prends le pilote, l'équipe aussi, un petit peu tout en compte, ce qui n'est pas toujours très logique, mais j'ai décidé de mettre 13 sur 20 sur ce week-end. Du côté de Pierre Gasly, j'ai décidé de mettre 12 sur 20 pour Pierre. Le virage 3, virage tout feu tout flamme pour les Français sur le circuit de Bahreïn. C'est là où avait eu Romain Grosjean son accident, et c'est là où Pierre Gasly a cassé son moteur. Ça, c'est quand même un peu la tuile pour Pierre Gasly de casser son moteur. J'ai hésité même entre 12 et 11 sur 20 pour Pierre Gasly, pour tout vous dire, parce que casser un moteur dès le premier Grand Prix, c'est sûr, il sera obligé d'avoir des pénalités en cours de saison. Et puis là, vu comment ça a fait une salade de bielle, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de pièces à récupérer dans le moteur. Ça, c'est quand même vraiment contraignant pour Gasly. Surtout qu'en plus, on est un peu loin des terres italienne de Faenza pour AlphaTauri, donc c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être rapatrier un nouveau moteur. Ça va être un petit peu compliqué cette affaire-là. Après, ils subissent également peut-être les problèmes de fiabilité de Honda, parce que je rappelle que les 3 voitures qui ont eu des problèmes de fiabilité, c'est 3 voitures avec le moteur Honda. Il y a peut-être un lien de cause à effet. On a peut-être un peu trop forcé sur la puissance et perdu un petit peu de fiabilité du côté de la firme japonaise. Du côté de Pierre, après, sur le week-end, il est devant Tsunoda, ce qui est moyennement une surprise. Mais le problème, c'est qu'il ne marque pas de points sur ce Grand Prix. Voilà la déception du côté de Pierre. On s'aperçoit également que cette AlphaTauri, je pense, sera pas la voiture la plus facile à mettre au point, parce qu'elle a l'air de bien performer dans certaines conditions et de beaucoup moins bien performer dans d'autres conditions. Et je pense qu'ils le savent, parce que la manière dont ils ont roulé avec peu d'essence en première séance d'essai libre, c'est qu'ils savent qu'en termes de performance, c'était pas fou. Même s'il fait presque un meilleur tour en première séance d'essai libre, parce que j'ai vu la première séance d'essai libre où je trouve que le tour est vraiment très bien, qu'en séance 2 où c'était un peu moins bien. Enfin, j'ai vu une partie de la séance. J'ai pas tout vu la séance, parce qu'il y a un moment, j'ai quand même enregistré une vidéo également. Je crois que c'était la preview de Milan-San Remo que j'ai enregistré à peu près au même moment. Donc voilà, on passe tout de suite au coureur au top. Peu de coureurs au top sur ce premier week-end de course. Il y aura beaucoup de pilotes moyens, mais peu de pilotes au top. Et puis il y aura quelques pilotes faiblards, quelques bonnets d'âne. Premier pilote au top, Charles Leclerc, bien entendu. Ferrari qui a dominé ce premier Grand Prix, pole position, plus également la victoire pour Charles Leclerc. C'est en vol début de compétition idéale
pour le pilote monégasque, avec en plus pas le meilleur tour le meilleur tour en course également pour Charles Leclerc par rapport à Verstappen et Carlos Sainz. Donc c'est vraiment le Grand Prix idéal pour le monégasque. Très bon week-end de course pour lui. Voilà, on le sent sûr de lui, Charles. On sent qu'il est sûr du niveau de performance de la Ferrari sur le début de saison. La voiture est excellente, ils ont fait un très bon travail. C'est l'une des voitures qui est le plus bas en hauteur de caisse, parce que j'ai tenté en fin de course de regarder attentivement les hauteurs de caisse avec les voitures qui étaient plus légères. C'est l'une des voitures qui roule le plus bas, donc forcément quand vous roulez bas, l'effet de sol marche mieux. C'est la voiture qui a l'air d'être le moins gênée par l'effet de pompage aussi, et doublé pour Ferrari. Donc de toute manière, voilà, il n'y a pas de souci. Je mets 18 sur 20 parce que il a résisté à Verstappen. La manœuvre, notamment au tour 17, elle est excellente. Moi, j'ai adoré cette manœuvre, cette tentative de dépassement de Verstappen, et puis ensuite le redépassement au virage 4. J'ai trouvé cette action vraiment incroyable. C'est peut-être même l'image de ce week-end de course pour Charles Leclerc. Et puis de toute manière, domination Ferrari, avec un Charles voilà, qui est sûr de lui, qui colle quand même 3 dixièmes, je crois, en qualif. Je crois que l'écart était de 3 dixièmes. Non, 1 dixième et demi, un peu moins d'un dixième et demi, 129 millièmes entre les deux, parce qu'à un moment il y avait 3 dixièmes et il s'est rapproché en fin de qualification. Carlos Sainz, il faut quand même déjà aller le chercher, Carlos Sainz. Après, Charles Leclerc, c'est un circuit qu'il apprécie. Il avait failli signer sa première victoire pour Ferrari sur cette piste. Vous vous souvenez, il y avait eu un petit problème technique qui l'avait empêché de gagner la course. Voilà, c'est là où il avait fait sa première pole position aussi. Donc c'est un pilote qui adore cette piste de Bahreïn, qui convient voilà, à ses qualités de pilotage. C'est une piste où il faut quand même être assez précis, ne pas trop en mettre, et il sait très bien faire ça, Charles Leclerc. Donc, et puis il est à l'aise dans la voiture tout simplement, et voilà, la voiture est facile à conduire. Ils sont partis peut-être sur une idée plus classique de Formule 1. Voilà, avec des pontons larges. C'est la voiture la plus large, la plus grosse cette année. Donc c'est celle qui pèse le plus lourd quasiment, la Ferrari. Mais par contre, elle est complètement à l'aise sur cette piste. Le moteur est exceptionnel également, le moteur Ferrari. Donc voilà, très bon week-end pour Charles Leclerc, 18 sur 20. Carlos Sainz, 17. Un point de moins tout simplement parce qu'il fait deuxième et qu'il aurait pu faire troisième, mais sinon c'est également un bon week-end d'ouverture de saison pour Carlos Sainz. Voilà, il y a un petit retrait par rapport à Charles Leclerc, mais qui n'est pas énorme non plus, en qualif 129 millième. On sait que Carlos Sainz est un peu meilleur le dimanche. Et puis le dimanche, voilà, il y a une belle course de la part de l'Espagnol. Il profite également de l'abandon de Max Verstappen, mais ça c'est la loi du sport. On peut aussi noter chez Ferrari, j'ai oublié de le signaler, mais des très bons arrêts au stand. Chez Ferrari, c'est l'équipe qui a fait quasiment les meilleurs arrêts au stand, un peu devant Red Bull, et ça fait aussi la différence. 2 secondes 5, je crois, l'arrêt, notamment au moment de Charles Leclerc, c'est un très bel arrêt, 2 secondes 5, vu qu'on sait que les pneus sont plus lourds, que l'année dernière on était plutôt à 2 secondes 1, 2 secondes 2, après l'arrêt des pistolets automatiques. Au niveau des changements de roues, donc là c'est des changements de roues, en plus les roues sont plus lourdes, je pense qu'elles sont également plus chaudes, parce qu'avec les freins qui ont plus de mal à refroidir, donc c'est vraiment pas simple de changer les roues, parce que je pense que les écrous doivent être plus facilement un peu touchés par cette chaleur, due aux freins qui ont du mal à refroidir. Mais oui, c'est un beau week-end de course pour Carlos. Donc là, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter par rapport à ce que j'ai déjà dit du côté de Charles Leclerc, des bons arrêts au stand, un bon rythme de course. Voilà, un point de moins parce que un peu en retrait par rapport à son coéquipier. Et puis j'ai mis Hamilton, dernier pilote au top, 14 sur 20. Pourquoi Hamilton ? Il sauve quand même très bien la situation quand même, Lewis. Alors on va encore me dire, je suis pro Lewis Hamilton. Je pense que je compterai les fois où je dis du bien de Lewis Hamilton et puis les fois où je dis du bien de Verstappen. Comme ça on pourra plus me le reprocher à la fin d'année. Donc là c'est un point pour Hamilton. Je vais même mettre un petit 1 à côté d'Hamilton parce que je dis du bien plus d'Hamilton que de Verstappen dans cette vidéo. Et puis à la fin on verra si je suis vraiment pro Hamilton ou pro Verstappen. Parce que ça commence à me faire chier cette affaire-là. C'est un peu comme... Alors total, ça me faisait moins chier. Là, ça me fait vraiment chier autour de la bagarre, la guéguerre Hamilton-Verstappen et des fans d'un côté et de l'autre.
des fanboys. Du côté d'Hamilton, donc 14 sur 20. Pourquoi ? Parce qu'il s'en sort bien, parce que la Mercedes, elle n'est pas performante. La Mercedes est l'une des voitures qui est la plus haute en hauteur de caisse. Elle est très haute, la Mercedes. Je ne sais pas si vous avez vu en fin de course, mais on voit l'espace entre le sol et le bas de la voiture. Donc forcément, l'effet de sol, il fonctionne moins bien. C'est une voiture qui est très touchée par l'effet de pompage. Et puis, ils ont eu un week-end, en qualif, il part très loin par rapport à ce qu'il est capable de faire, Lewis Hamilton. En course, à un moment, il dépasse quand même Pierre Gasly. Ça m'a un peu fait rire pendant la course. Même si, encore une fois, les stratégies étaient différentes. Mais la voiture, pour le moment, n'est pas performante. On est aussi sur un concept osé du côté de Mercedes avec les pontons. Très petits. Le fait d'avoir utilisé des grands pontons à Barcelone et des petits pontons à Bahreïn, d'avoir fait quasiment 2 voitures, ça avait marché une fois, mais il dominait aussi la Formule 1 à ce moment-là. Là, il domine moins. Depuis l'année dernière. Et puis, on sent peut-être que les budgets capés, ça le touche plus Mercedes que d'autres équipes qui avaient des équipes sur place qui étaient énormes, 500-600 personnes se déplaçaient sur place, et peut-être que les budgets capés, ça gêne beaucoup plus Mercedes qu'une équipe comme Ferrari qui avait peut-être un peu moins de personnel, même si Ferrari avait beaucoup de personnel, mais peut-être un peu moins de personnel qui se déplaçait sur place, et puis des arrêts au stand. J'ai noté également du côté de Mercedes 3 secondes 5, notamment un moment pour Hamilton, donc 1 seconde de perdu sur Leclerc, juste sur l'arrêt au stand. Il n'y a pas que la voiture qui n'était pas performante ce week-end. Mercedes n'était pas au top non plus. Donc voilà. Alors je pense qu'ils savent comment régler le problème, mais ça mettra du temps. Ils ont déjà les idées pour comment régler le problème. Et c'est vrai que Jacques Villeneuve en qualification, parce que les qualifications, je les ai regardées en français et en essai, et les essais en français également, disait dans toutes les équipes, on a des mecs qui connaissent l'effet de sol. Chez Ferrari, Adrian Newey chez Red Bull qui avait travaillé en IndyCar, et il dit Mercedes, eux, ils ne connaissent pas ce phénomène-là de l'effet de sol, ils ne maîtrisent pas ce phénomène-là, et c'est peut-être le problème principal de Mercedes, c'est d'avoir une méconnaissance de toutes les solutions qui entraînent l'effet de sol. Alors certes, Mercedes avait été un peu en IndyCar, mais à l'époque c'était que le moteur qui fournissait. Ils ont été également en Formule 1, mais là où ils ont commencé à s'intéresser fortement à la Formule 1, c'est à partir de McLaren, je dirais 97-98, c'est à une époque où il y avait quasiment plus d'effet de sol sur les Formule 1. Et je pense que c'est peut-être un problème. C'est vrai que Jacques Villeneuve a peut-être bien trouvé quelque chose là-dessus. Parce que c'est vrai que ça a été compliqué Mercedes sur ce week-end, mais au final il fait podium, donc pour le championnat il perd très peu de points, il gagne même des points sur Verstappen de l'autre côté, donc c'est plutôt un bon week-end. C'est un week-end qui a mal démarré mais qui se finit plutôt bien du côté de Mercedes. Bon, par contre il va falloir trouver des solutions à partir d'Imola, parce que je pense pas qu'on apporte énormément d'évolutions, que ça soit le week-end prochain en Arabie Saoudite ou en Australie, parce qu'en Australie, ça va être compliqué d'apporter les évolutions. Imola devrait permettre d'apporter des évolutions un peu plus facilement pour les voitures. Je continue avec tout de suite les cool pilotes moyens. Du côté des pilotes moyens, je commence avec Russell 13 sur 20. J'ai mis un point de moins par rapport à Hamilton parce qu'il est en retrait un peu derrière Lewis, notamment sur le rythme de course. En qualification, c'était pas fou, ça c'est clair et net, il y avait quand même 1 seconde entre les deux. Mais surtout en course, j'ai trouvé que le niveau de performance de Russell était quand même en dessous par rapport à Hamilton. Donc c'est pour ça que j'ai mis un point en moins. Pour moi, je peux pas lui mettre un bon week-end à Russell. Alors certes il prend la 4e place, c'est intéressant pour lui, mais le problème c'est qu'il est en retrait par rapport à Hamilton. L'écart va devoir se réduire entre lui et Hamilton, et assez vite, parce que sinon on va commencer à lui mettre la pression, que ça soit nous suiveurs de la Formule 1, mais surtout en Angleterre, parce que je peux vous dire que Hamilton-Russell, les Anglais aiment bien. Ils en parlaient pas mal sur Sky sur l'avant Grand Prix, donc c'est quelque chose qu'il va falloir régler quand même un petit peu du côté de Russell. Il y a eu trop d'écart de performance entre lui et Hamilton sur ce premier week-end de course, et en course j'ai trouvé que le rythme de course de Russell n'était pas exceptionnel.
Après, il subit les mêmes problèmes qu'Hamilton au niveau de la voiture, donc je vais pas en rajouter, notamment une hauteur de caisse haute et une voiture qui a l'air d'être en grande difficulté et des progrès qu'il va falloir réaliser dans les week-ends à venir. Je continue avec Bottas, 13 sur 20. Pourquoi je mets pas une meilleure note à Bottas? Pourtant, il finit bien ce Grand Prix. Bonne qualification, 6ème. Au final, il termine 6ème du Grand Prix. Vous allez me dire, ah, c'est super, c'est fantastique. Mais Bottas, il a un premier relais catastrophique. Son premier relais de course, il est pas bon. Alors déjà, il prend un mauvais départ, mais c'est encore le départ. Bon, il faut qu'il s'habitue à une nouvelle procédure. Et puis Bottas, il a été en capacité de faire des très très bons départs, mais aussi des très mauvais départs dans sa carrière. Hein. Il a été assez inconstant dans ce domaine-là. Mais c'est surtout que sur le premier relais, il n'avait pas beaucoup de rythme sur le premier relais de course. Je trouve aussi qu'il n'a pas dominé Zhou sur ce premier week-end, le chinois. Alors après, il apporte des points, c'est important pour Alpha, et puis c'est un premier week-end intéressant pour Alpha au niveau comptable, ça c'est clair et net. Ça, il n'y a pas à tortiller du cul de ce côté-là. Mais pour Bottas, j'ai trouvé voilà, que après la mi-course, c'est bon. Il retrouve du rythme, il est bien, mais le premier relais, vraiment, c'est compliqué. Premier relais de course, c'est très très difficile, et notamment avec son départ qui est raté, mais pas seulement, il n'y avait pas de rythme de course du côté de Bottas, et après ils retrouvent du bon rythme, ils font l'arrêt au bon moment également en fin de Grand Prix, ça les aide également pour remonter dans la hiérarchie, mais ouais, petite déception légère du côté de Bottas. C'est pour ça que certes, en fait le problème du week-end de Bottas, c'est qu'il y a eu des très bonnes choses. La qualif, les essais sont très bien réalisés, et un début de course beaucoup moins bien, catastrophique, et une fin de course plutôt bonne, et un classement 6ème qui est plutôt intéressant. Donc c'est un peu les montagnes russes pour moi, ça fait la courbe de la Covid, on pourrait dire. Donc c'est pour ça que je mets 13, parce que c'est pas loin du bon Grand Prix, il est pas loin, je trouve, mais si le premier relais avait été réussi, il aurait 15 ou 16. Voilà. Et ce qui m'a posé problème, c'est son premier relais de course. Tsunoda, 13 sur 20, il marque des points. Ça, c'est une satisfaction. Je pense que l'AlphaTauri est pas si facile que ça en termes de pilotage. J'en ai un petit peu parlé avant avec Pierre Gasly. Donc, je pense que la voiture est pas simple à utiliser. Le problème du côté de Tsunoda, c'est qu'il est en retrait par rapport à Pierre, notamment en qualification. Il se fait éliminer dès la Q1. Ça, c'est quand même un petit peu la tuile également. Donc, il y a du bon et puis il y a du beaucoup moins bon sur ce week-end de course. 13 sur 20, je mets quand même plus de points qu'à Gasly parce qu'il marque des points, contrairement à Pierre, et je prends la performance globale du week-end. Et qu'en course, ça allait mieux. En qualif, il y a quand même un écart de performance qui est encore importante. Mais en même temps, le problème de Tsunoda, c'est que pour moi, il est on-off avec l'accélérateur. C'est-à-dire, soit il appuie comme un demeuré, soit il relâche. Parce que vous regardez toutes ses sorties de virage, en qualif notamment, il patine. Il patine tout le temps sur toutes les sorties de virage. Donc il va falloir apprendre à doser l'accélérateur, ne pas toujours mettre plein gaz, mettre parfois un petit filet de gaz à la réaccélération, parce que vraiment je pense qu'il en met un peu trop. De toute manière, il l'a dit, pilote qui doit apprendre à se calmer en interview, et pilote qui est un peu trop feignant à son goût. Alors, quand vous dites que vous êtes de vous-même feignant, c'est vraiment que vous êtes un gros feignant, souvent. Mais du côté de Tsunoda, voilà, 13 sur 20, c'est un week-end intéressant, mais ça aurait pu être mieux. Pour le pilote japonais, c'est encourageant quand même. Je trouve que l'écart en course est réduit. Alors en qualif, non. Sur quelques séances d'essai, par contre, si. En qualif, non. Il y avait un gros écart. Mais en course, l'écart s'est réduit. Donc ça, c'est également satisfaisant. Yumanzu, le chinois, 13 sur 20 aussi. Très bon week-end, week-end très encourageant d'ouverture. J'ai hésité entre 13 et 14 même Zhou, mais ça veut dire s'il faisait mieux que 10ème, s'il avait pris 9ème, 8ème place, ça aurait été bien. Là, il y a quand même pas mal d'abandons aussi qui lui permettent de rentrer dans les points. Malgré tout, des pilotes qui marquent des points sur leur première course, ils sont pas 150 en Formule 1, même si ça arrive d'un peu plus. Donc ça, c'est quand même là aussi la grande satisfaction de marquer des points lors de sa première course. C'est pas toujours évident la première course en F1. Tsunoda l'avait fait l'année dernière par exemple, de marquer des points pour sa première course en Formule 1. Zhou a réussi cette année, qui est également le seul débutant de cette saison de Formule 1, parce qu'il y a des retours, mais c'est le premier débutant. Donc j'ai mis Zhou bien classé.
avec ce 13 sur 20. Je m'aperçois que j'ai oublié un pilote au top. On le mettra en fin de vidéo. J'ai oublié un pilote au top. Je vais le mettre en fin de vidéo. Je m'en excuse. J'ai complètement oublié ce dernier pilote au top. Mais vous saurez très bien qui c'est. J'ai mis donc 13 sur 20 Zhou, 12 sur 20 Alonso. 12, pourquoi c'est un peu comme Ocon, bon Grand Prix, mais on aurait pu s'attendre à mieux. Je pense aussi on est un peu déçus parce que Alpine, à chaque fois, ils nous promettent un petit peu monts et merveilles. On se souvient de la Bull, mais c'est un peu toujours pareil, la même chose avec Alpine. Alors on tombe, nous Français, toujours dans le panneau. C'est peut-être plus le cas des personnes étrangères. C'est un week-end encourageant, mais sans plus. Il est derrière Ocon, alors que lui, normalement, il avait la nouvelle spécification de ponton. Donc soit cette nouvelle spécification ne marche pas, soit Alonso est en net retrait ce week-end. Difficile à dire. L'année dernière, il avait eu un week-end compliqué à Bahreïn, Alonso. Mais à l'époque, il n'avait pas une direction assistée qui lui convenait. Mais voilà, un petit peu en retrait par rapport à Esteban. Et puis, il a été quand même en difficulté. Notamment sur sa fin de relais avec les hards, il est plus en difficulté qu'Esteban. Et puis, encore une fois, Esteban était plus rapide en course qu'Alonso. Alors, je pense que la différence en qualification, elle s'est faite aussi, parce que Esteban avait eu moins de roulage que Fernando. Donc, peut-être qu'à roulage équivalent, c'est Ocon qui serait passé en Q3 et pas Alonso. Mais avec Desi, on mettrait Paris en bouteille. Mais voilà, j'ai mis 12 sur 20 parce que c'est moyen sans plus. Hülkenberg, 12 également. Il a fait le job, Hülkenberg. On l'appelle à la dernière minute parce que Vettel a la Covid. Il fera peut-être même le Grand Prix d'Arabie Saoudite, parce que pour l'instant, Vettel, ça semble mal embarqué pour qu'il soit au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Le remplaçant de luxe, Hülkenberg. Après, il doit faire avec un matériel qui n'est pas excellent. C'est-à-dire que la comparaison, c'est Stroll. Donc c'est compliqué à dire. Après, il a fini devant Stroll. Mais j'ai l'impression que Stroll, c'était pas un grand week-end de Stroll. Mais il a fait le job, Hülkenberg, voilà. Ce qui m'a quand même fait marrer, j'ai mis 12 parce que le job est fait, parce qu'en course ça a été un peu compliqué, mais on s'y attendait, qu'en course ça serait un peu plus compliqué. Par contre, en essai et en qualif, c'était plutôt très bon de la part de Hülkenberg. C'est surtout que j'ai adoré l'interview de Stroll et l'interview de Hülkenberg. Vous les mettez l'une derrière l'autre après la qualification. C'est assez drôle, avec un qui est tout sourire, l'autre qui fait un peu la gueule, en disant j'ai jamais eu de grippe, et Hülkenberg était plutôt satisfait. Donc ça m'a fait un peu marrer. Et puis Hülkenberg, ça reste un bon pilote, c'est pas un branquignol non plus, même s'il a quitté la Formule 1. C'est peut-être un pilote qui était une chouille inconstant dans ses résultats, mais il était capable de faire des très très belles choses. Voilà, ça reste un bon pilote. Donc un bon pilote dans une voiture de Formule 1, même si elle est en difficulté, c'est en capacité de battre son équipier. Encore des pilotes moyens. J'ai mis Mick Schumacher, 10 sur 20. En retrait par rapport à Magnussen. Le pilote que j'ai oublié, c'est Magnussen, mais je le mets en fin de vidéo. 10 sur 20, en retrait. Alors là, assez rapide. Mais bon, il est quand même en retrait par rapport à un équipier qui normalement ne devait pas faire la saison de Formule 1, qui est un peu arrivé à l'arrache, qui a beaucoup moins de temps de roulage que Mick Schumacher. Donc d'un côté, Magnussen a fait une grande course. Je pense que Schumacher, il va falloir bosser. Je rappelle que Mick Schumacher, cette année, on attend beaucoup de lui chez Ferrari. On attend de la performance. Et là, il a plus Mazepin en face. Il a un vrai équipier. Parce que Mazepin en F1, c'était pas le Mazepin de Formule 2. Donc il va falloir trouver des solutions très vite pour Schumacher pour être plus performant. Parce que sinon, j'ai peur que même s'il s'appelle Schumacher, ça suffise pas à Ferrari pour le garder dans l'équipe de développement, on va dire. Et là, sur ce week-end-là, Schumacher n'a pas été incroyable. Après Bahreïn, c'est pas forcément le Grand Prix, que ça soit en F2 ou en F1, où il a été le meilleur dans sa carrière. Donc c'est peut-être un circuit qu'il n'apprécie pas énormément, Mick Schumacher. Mais voilà, 11e, on aurait pu s'attendre à mieux. Surtout quand on voit le niveau de performance de Kevin Magnussen, de K-Mag. Verstappen, 10 sur 20. Pourquoi 10 sur 20 pour Verstappen ? Le niveau de performance est là, c'est clair et net.
J'avais des inquiétudes sur la Red Bull, mes inquiétudes sont levées, la Red Bull va vite, ça c'est clair et net. Verstappen, il est en forme, il est comme le Verstappen de l'année dernière, même si je l'ai trouvé un peu plus colère, je dirais à un moment dans sa voiture, mais ça reste le Verstappen qui a réussi à être champion du monde l'année dernière et qui mérite son titre de champion du monde, même si c'est la FIA qui a décidé de départager entre Hamilton et Verstappen le titre. Mais c'est pas une insulte que Verstappen soit champion du monde, parce que les pros Verstappen ont du mal à comprendre. Mais du côté de Verstappen, pourquoi je mets qu'un 10 sur 20 ? Parce qu'au final, 0 points. C'est un petit peu comme Pierre Gasly, que j'ai noté également de la même manière. 0 points parce que abandon, et surtout abandon sans qu'on connaisse vraiment la cause. Et j'ai l'impression que la cause va pas être facile à découvrir du côté de Honda et du côté de Red Bull, parce que ça a l'air d'être un problème un petit peu sous-jacent dans la voiture, donc ça va peut-être être compliqué à découvrir et à trouver. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu inquiet, surtout qu'encore une fois, 3 problèmes techniques, 3 fois le moteur Honda sur 4 voitures au final engagées, donc c'est un petit peu inquiétant de ce côté-là. Après, en course, ils font des arrêts un peu moins rapides que Ferrari, mais c'était pas catastrophique, contrairement à Mercedes. Et derrière, ils sont tombés sur un grand Charles Leclerc, mais sinon ils prenaient les points de la deuxième place. Mais le problème, c'est que ce week-end, ils marquent 0 points pour le classement constructeur, mais également pour le classement pilote. Quant à un Lewis Hamilton, prend les points de la troisième place. Donc, il prend déjà un petit peu de retard, même si je pense que cette année, on va avoir pas mal de problèmes de fiabilité. Donc, pas mal de pilotes vont griller des jokers pendant la saison de Formule 1. Et puis j'ai mis Pérez également à 9 sur 20 dans les pilotes moyens. Du côté de Pérez, voilà. Bon, c'est à peu près le même niveau de performance que l'année dernière. Il y a un écart qui est toujours là et qui est trop important avec Verstappen. Il a un peu bagarré avec Hamilton. Mais oui, trop d'écart de performance avec Verstappen. Trop d'écart de performance entre les deux. C'est 6 dixièmes, 7 dixièmes à chaque fois. C'est pas normal cet écart de performance là. Alors l'avantage c'est qu'après Pérez, c'est un équipier qui est pas emmerdant dans l'équipe. Mais l'écart de performance était trop important. Et puis quand tu... il finit que quatrième au final. Enfin, il était que quatrième, il était derrière Hamilton. Bon, ensuite, il abandonne, problème technique. Bon, voilà, les roues arrière se sont bloquées, donc là, il peut rien faire, vu que Red Bull ne savait pas quel était le problème. Mais je pense que du côté de Pérez, on aurait pu faire un meilleur week-end, surtout en se rapprochant du niveau de performance de Verstappen. Et puis je termine avec Alexander Albon, 9 sur 20. C'est un bon week-end de retour pour Albon. Le dommage, c'est que la Williams n'est pas performante pour le moment. Ça, c'est un petit peu une déception même, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que Williams remonte dans la hiérarchie. J'ai l'impression que Williams, c'est pas top. Ça régresse un petit peu. Enfin, c'est surtout que Alpha passe devant Williams en termes de hiérarchie, vraiment. C'est dommage. Et Albon, il fait quand même une bonne course. Même si lui, la fin de course est un peu plus compliqué que le début. Peut-être également que physiquement, c'est pas toujours évident. Quand en fin de course, vous avez pas couru depuis longtemps des grands prix d'une heure et demie, 2 heures. Surtout que là, on va avoir quand même des grands prix avec cette nouvelle réglementation, avec des F1 qui sont un peu plus lentes. Même si, alors j'ai entendu des gens sur Twitter, notamment Anna F1, je sais plus quoi, qui est sur Twitter, dire on a l'impression que les F1 sont très lentes. Non, faut pas déconner non plus. Ça va toujours à 300 km/h une Formule 1. Enfin, on n'a pas l'impression de voir une course de camion. Non, c'est pas une course de WTCR non plus, faut pas déconner. Donc, il y a des gens qui créent des polémiques pour rien, ça m'énerve. Non, de toute façon, si vous voulez avoir une impression de vitesse d'un bord de piste, regardez NHRA, les courses de dragster, mais c'est pas très fun à suivre, les courses de dragster, pour en avoir vu plusieurs dans ma vie. Donc, faut pas déconner non plus, quoi. Non, les F1 sont pas des chars d'assaut. Et du côté de Albon, il y a une Williams un peu moins performante, qui n'arrive pas à trouver du rythme. C'est surtout que j'ai l'impression qu'ils ont décidé d'avoir la même stratégie un petit peu que Mercedes. Ça marche pas des masses. De toute manière, on s'aperçoit que dans le top 10, Mercedes quand même n'a que 2 voitures dans ce top 10.
Hein? Il n'y a que 2 moteurs Mercedes qui sont dans le top 10 de ce Grand Prix. Ça montre bien que chez Mercedes, on n'a peut-être pas assez bossé sur le moteur, on a tellement voulu miniaturiser le moteur qu'on a peut-être oublié de gagner de la performance et de la puissance. Et j'ai l'impression que toutes les équipes Mercedes galèrent avec leur voiture pour le moment. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Je termine avec les bonnets d'âne. Premier bonnet d'âne, Lance Stroll, 6 sur 20. Ça va être rapide du côté des bonnets d'âne. Il n'y a pas de rythme pour Lance Stroll. Devancé par Hülkenberg quand même pendant une partie des qualifs, pendant la course. En face, il avait Hülkenberg, un mec qui n'a pas foutu ses pieds dans une Formule 1 en 2021, quoi. Qui n'avait pas conduit une F1 depuis 2020. Et qui n'a pas beaucoup couru en plus, Hülkenberg, depuis la fin de sa carrière en F1. Alors, à un moment, il avait eu l'idée de faire de l'IndyCar, mais au final, il n'en a pas fait. Il avait fait que des essais préliminaires. Et donc, il se fait devancer par un pré-retraité, quand même. Ça fait un peu mal au cul. En sachant que Hülkenberg, tiens, en passant Peugeot, pour aller choper un pilote pour les 24 heures du Mans, Hülkenberg, ça peut être intéressant, vu que Magnussen n'est plus disponible. Ricciardo, 5 sur 20. Que ça soit Ricciardo et Norris, 5 sur 20 pour les deux. Ricciardo, je suis un peu moins critique avec lui. Il lui manque le roulage de Bahreïn. Forcément, ça a eu des conséquences. Il comprenait moins la voiture que son coéquipier. Après, la McLaren, elle est au frais sur cette piste. Alors, est-ce que c'est les contraintes de Bahreïn et notamment les contraintes au niveau des freins qui ont posé énormément de problèmes à McLaren, qui, je rappelle, n'a pas voulu utiliser le concept Mercedes, c'est-à-dire de pas de ponton sur la voiture. Eux, ils ont des pontons larges, un peu comme Aston Martin. Mais nulle part à McLaren. Nulle part sur ce week-end de course, que ça soit en qualif et en course. Alors, Ricciardo éliminé dès la Q1. Il finit quand même devant Lando Norris en course. Mais de toute manière, la voiture, il pouvait se battre avec personne en course. Voilà, donc vraiment, c'est inquiétant pour McLaren, parce que c'est une équipe qui a quand même besoin de bons résultats pour subsister. Ils ont quand même eu une période assez compliquée comme pendant la Covid, pendant la première crise de la Covid. Et là, oui, j'ai trouvé que c'est incroyable ce faible niveau de performance du côté de chez McLaren. Je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de l'équipe britannique. Donc Norris 5 sur 20, mais qui doit faire avec une voiture qui est inutilisable. Meilleur en qualif qu'en course, donc ça rééquilibre un petit peu. Il avait fait également les 5 jours d'essai du côté de Bahreïn. Bon, après, les 3 jours, 3 jours d'essai du côté de Bahreïn. Moi, je pensais que les soucis de Bahreïn, c'était parce que McLaren avait décidé de ne pas rouler très vite. Bon, bah non, il y a un vrai problème. Alors, est-ce que c'est un problème qui n'est présent que sur cette piste et qui n'est pas présent sur d'autres circuits? Mais bon, on peut avoir des inquiétudes par rapport au week-end prochain en Arabie Saoudite ou par rapport au Grand Prix du Canada également, ou même Singapour. Si on a des gros problèmes de surchauffe de frein, ça va pas se régler facilement cette situation. Et puis je termine avec du côté des flops avec Latifi 3 sur 20. Complètement largué par rapport à Albon là aussi. Alors certes, la voiture a pas l'air d'être évidente à piloter parce qu'ils se battent vraiment dans la voiture au niveau du volant. Mais il y a quand même un écart de performance, que ça soit en qualif et en course, qui est énorme, alors que Albon, il n'avait pas fait de qualif format Q1, Q2, Q3 depuis un an. Et il a piloté en DTM l'année dernière. Le DTM, c'est pas la Formule 1. Surtout le DTM maintenant, qui sont des GT3. Donc, alors certes, il a fait pas mal de simulateurs. Alexander Albon l'année dernière, le simulateur Red Bull. Mais ça remplace pas la réalité et ça remplace pas la course. Et ça, je crois que ça a été quand même la grosse douche froide pour Latifi, de se faire autant dominer par Albon. C'est difficile de défendre, que ça soit Albon et Stroll, les deux Canadiens, c'est difficile de les défendre sur ce week-end de course. Je termine peut-être avec le coup de cœur du jury, Kevin Magnussen, que j'ai oublié de mettre avant, 17 sur 20, exceptionnel. C'est la même note que Sainz, 17 sur 20. Week-end fantastique. Il a dominé Mick Schumacher, mais dominé quand même sur tout le week-end. Il permet à Haas de marquer des gros points
qui auront peut-être leur importance en fin de saison, parce que As, on sait que c'est quand même une équipe qui a toujours eu du mal à développer ses voitures, donc là, il faut qu'ils profitent de ce début de saison pour marquer pas mal de points, parce qu'après, à partir peut-être du Grand Prix d'Autriche, ça sera un peu plus difficile. Mais de toute manière, Grand Prix parfait, quoi. Magnussen, il n'y a rien à reprocher, il finit 5e. Enfin voilà, performance incroyable pour un mec qui devait pas faire la saison de Formule 1, qui a été rappelé à la dernière minute en remplacement de Mazepin. Voilà. Mazepin, il doit faire la gueule ce soir. Enfin, hier soir, il a dû faire la gueule, Mazepin, hein, en voyant Magnussen performer comme ça. Il a dû se dire, ouais, merde, je suis vraiment mauvais en fait. Non, mais bon. Et Poutine, il a dû l'avoir au téléphone et il a dit, hey, tu nous as pris pour un con, t'étais vraiment une merde en Formule 1. Non, mais c'est catastrophique. Enfin, c'est catastrophique pour Mazepin, mais c'est fantastique pour Magnussen. Et puis, c'est un pilote quand même sympa, même s'il a toujours eu un pilotage assez costaud. Alors, malgré tout, du côté de Magnussen, il faudra qu'il se méfie, c'est sur les freinages. Il a tendance à pas mal bloquer ses roues. Donc voilà, faut éviter de faire des plats. C'est l'un des pilotes qui bloque le plus, j'irai avec Norris notamment. Mais du côté de Mazepin, de Magnussen, très bon week-end, très bon Grand Prix, et vraiment on espère qu'il va continuer à être performant dans les week-ends à venir. On fait pas de points pour le championnat du monde parce que le point du championnat du monde c'est le même que le classement général, donc il n'y a pas d'intérêt. De toute manière, les classements sont dans la description de la vidéo. Le prochain débrief, ça sera pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite, ça sera le week-end prochain, mais entre-temps, il y aura la présentation de ce Grand Prix qui devra arriver jeudi, je pense, jeudi ou vendredi pour la présentation de ce Grand Prix. Voilà. De toute façon, je vous mettrai un message dans l'onglet communauté de YouTube. Et puis, vous saurez quand la vidéo sort, parce que je la mettrai sur mon compte Twitter. Et bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur les sports mécaniques. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.